Quoi de Neuf Toulouse s'associe à l'expo Layup pour vous proposer une série de 10 portraits d'artistes qui y participent à la 5e édition de l'événement. Pour l'occasion, c'est Loïc Mondé, le directeur artistique de Layup, qui les reçoit dans le fauteuil de Quoi de Neuf Toulouse. Salut les amis, moi c'est Maï, M-A-Y-E, aussi piquant que la moutarde. Quoi de neuf, écoute, tout va bien. Moi je pense que dans ces temps difficiles, il faut positiver. Voilà. Donc ce podcast va servir à te présenter au public. C'est une édition Quoi de Neuf Layup. L'idée c'est vraiment d'arriver à te connaître en profondeur. Donc déjà, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours ? Alors le parcours, en fait je vais être honnête, j'ai toujours adoré le dessin. Très petit, je me suis passionné pour ça. Et dans les années 2000, je découvre le graffiti. Donc étant issu d'un quartier donc toi t'es de Montpellier. Voilà, je suis de Montpellier, quartier de la Paillade. Étant un quartier populaire, c'est vrai que la culture urbaine a été mise en avant. Donc le hip-hop, on est tous passés par là. J'ai commencé par la danse. Je vais pas te mentir, voilà, je faisais 95 kilos à 13 ans. Donc la coupole et la Thomas, j'ai vite oublié. Et tu sais, quand t'es gamin, t'es impatient, donc t'as envie de tout faire de suite. Et j'avais des facilités dans le dessin, et ce qui m'a aussi ouvert des portes sur le graffiti. Donc je me suis intéressé à la lettre, et je me suis passionné, donc toi, à 200%. Toi, tu faisais des lettrages au départ. Au départ, ouais, ça a été beaucoup de lettrage. Mais j'étais tombé dedans, quoi. C'était tous mes Noëls, dès que j'avais un peu d'argent de poche. Alors, je fais pas partie de cette école qui volait ses bombes, excusez-moi. Je fais pas partie de celle-ci, mais je me suis sacrifié pour le graffiti. Ouais, c'est vrai que j'ai tout donné. Et comment ça s'est passé à Montpellier ? Parce que c'était quand même une ville très active. Il se passait pas mal de choses avec formation de cartel, etc. Exact. Au début, donc toi, comment t'as grandi là-dedans ? C'est vrai qu'au début, on avait très peu de fournisseurs. Il n'y a pas de magasins qui se sont mis en place. Bon, c'est arrivé bien plus tard. Mais au bouche à oreille, après sur MSN, donc on a eu des contacts avec Chedé. Il y avait aussi Nagui Diffusion aussi qui vendait des sprays de temps en temps. Et ça nous permettait de pouvoir peindre derrière. Après, je vais pas te mentir, la scène montpelliéraine à cette époque-là, elle était en plein essor. Ouais. Il y avait énormément de crews, il y avait encore les anciens qui étaient là, les nouveaux qui arrivaient, donc ça fourmillait. Et toi, du coup, tu faisais du vandal, tu faisais des terrains ? Alors, j'ai commencé par le vandal, forcément. Je pense que tout le monde a commencé par le vandal. Donc, automatiquement, je me suis très vite aperçu que j'étais pas fait pour ça. Parce que j'ai ce côté-là un peu perfectionniste où je voulais que tout soit parfait. Et c'est 6h du matin, le jour se lève, j'étais encore sur le mur. Enfin, ça collait pas du tout avec ce que tu voulais proposer. Ouais, finalement, parce que moi, ce que j'aimais, c'était le côté artistique. Pas forcément impressionnant, les spots les plus fous. Mais de repasser devant, si ça me plaisait pas, j'avais plus ce côté un peu de dégoût que de fierté de me dire ouais, j'ai fait ce spot. Et du coup, comment t'en es venu à faire des persos et tout ça, c'est venu. Alors le personnage, je pense que c'est un peu comme tout le monde, c'est quand tu commences à faire des fresques. Forcément, tu veux un petit peu, on va dire, aromatiser ton plat. Donc tu veux commencer à mettre du décor, du personnage, des b-boys. Et au fur et à mesure, tu évolues. Après, moi, j'ai fait partie de cette génération où on pouvait commencer à faire un petit peu d'argent avec en faisant des stores ou des chambres d'enfants. Donc très vite, je me suis orienté sur des décos, soit des Disney, des palmiers, des cascades. Et c'est ce qui m'a permis aussi d'évoluer, d'apprendre d'autres techniques. Et comment techniquement, parce que quand même aujourd'hui t'as un travail artistique qui est très poussé, etc. Mais t'as fait une école. Comment t'as appris ? C'est ça, j'ai voulu faire des écoles, sauf que j'étais très turbulent. Donc toujours dans le respect, par contre. J'ai jamais manqué de respect aux adultes ou même les anciennes. Ça, d'ailleurs, je le tiens du graffiti, tu vois. Parce qu'on oublie souvent, c'est que dans le graffiti, il y a des codes. Et via ces codes, j'ai appris à respecter un ancien, le toy, tu vois, sur le respect. Donc le toy, pour ceux qui connaissent pas, c'est se faire repasser un graphe par quelqu'un d'autre. C'est ça. Et donc ça aussi, ça m'avait appris pas mal de choses en amont aussi sur les codes de conduite, je sais pas comment on peut appeler ça, mais bon, dans l'idée, en tout cas, c'est que j'ai voulu faire des études, ça a pas marché. Et là, ça a été une réinsertion à l'opposé. Je suis parti dans les travaux publics. D'accord. Donc, tu étais dans les travaux publics. Voilà. À 16 ans, j'ai commencé donc un apprentissage en travaux publics. J'ai fait 4 ans jusqu'au bac.
Et de temps en temps, c'est surtout sur la dernière année où vraiment je faisais de plus en plus de déco le week-end. Donc je travaillais la semaine et le week-end j'allais faire des décos. Et en fin d'année, j'ai décidé de créer une entreprise de décoration qui n'a pas... Donc t'as lâché en fait le boulot que t'avais dans les travaux publics pour monter ta propre structure. Et oui, en plus, si tu veux, à cette époque-là, c'était la période, nous, à Montpellier, où t'avais le Montana Shop et Galerie. Donc, qui mettait en avant aussi des artistes en même temps que le shop. Et du coup, là, je me suis dit, donc en fait, c'est faisable. On peut faire des toiles et les vendre. Alors, c'est pas l'argent que tu penses de suite, mais c'est surtout que tu dis, mais ça peut me permettre de créer et de rester chez moi à kiffer ma passion et pouvoir subvenir à mes besoins, qui sont vitaux, pardon. Donc, c'était le bon compromis, mais je me suis très vite aperçu que la route était très très longue finalement. Mais après Et ta première expo, c'était où alors? C'était au Montana Shop? Voilà, c'est ça. C'était lors des 20 ans de graffiti à Montpellier. Donc ça, de Nicolas Calu qui m'avait convié à l'exposition. Moi, c'était un honneur parce que j'étais le plus jeune. Je me suis retrouvé avec tous les anciens. Et c'était un petit peu rentrer dans la cour des grands. Donc du coup, j'avais fait une toile. Et là, ça y est, ça m'avait mis le pied à l'étrier, on va dire. Et après, du coup, la suite, c'est quoi? La suite, ce qui s'est passé, c'est que je suis resté passionné de ça, donc j'ai pas lâché l'affaire, quitte à avoir des mois très difficiles, parce que c'est vrai que les gens s'imaginent... Parce que là, tu bossais plus, tu faisais des petites décos. Et ouais, en plus, j'avais pas le droit T'étais un peu sur toile, mais t'avais pas de galerie. Exactement. J'avais pas d'RSA, pas de Pôle emploi, j'avais rien du tout, donc c'était vraiment un peu la survie, mais j'ai pas lâché l'affaire. Ouais. C'est vrai que ça, c'est un truc qui m'a toujours passionné. Et je voulais surtout pas retourner dans les TP, pas que je dénigre le métier. Ça aurait pas été un échec, mais c'était pas ma direction finalement. Oui, t'avais vraiment envie Malgré de que j'avais une passion. En fait, ce qui m'a dégoûté dans le monde de l'entrepreneuriat, on va dire, c'est pas forcément le travail, qui est très douloureux, qui est difficile, on va dire. Voilà, il fait chaud, il fait froid, du poids, tout ça. C'est tout le schéma en fait qu'il y a derrière. En fait, finalement, t'es un code barre et tu bipes et tu vas travailler. Des fois, tu fais des heures, t'es pas récompensé, même pas un merci. Et ça m'a un peu dégoûté. Je me suis dit, il faut que je retrouve un côté humain, parce que sinon, c'est pas la peine. D'accord. Et après, du coup, comment ça s'est passé, les connexions un peu avec Toulouse et tout ça? Alors, ce qui s'est passé, c'est que nous, on a fait un voyage avec Momise. Donc, qui après d'ailleurs ce voyage... Qui est un artiste de Montpellier aussi. Voilà, un artiste montpelliérain, un ancien. À l'époque, il faisait Pire, qui était dans les C4. Et quand on est parti en Calédonie, on a très très vite connecté. Il y a une alchimie qui s'est passée. Quelque temps après, via mon père, on apprend qu'on est cousins. Bon, c'est une longue histoire, je vais pas la raconter. Donc on est cousins éloignés et on a commencé à vraiment accrocher comme des retrouvailles. Et il m'a dit, écoute, Mayo, moi je vais à Toulouse semaine prochaine, tu viens avec moi. Ce qui s'est passé, c'est que je l'ai accompagné en tant qu'assistant. Je voulais découvrir. Moi, c'était... Il était venu à Toulouse pour Mr Freeze. Exact. C'était une édition qui se passait dans des frigos. Ouais, c'est ça, route de Lonagé. Exactement. Et donc là, j'étais venu accompagner les Montpelliérains. Et entre-temps, on m'avait autorisé à peindre un mur. Donc j'ai décidé de peindre un mur. Et à la fin de cette réalisation, du coup, c'était Réseau qui était venu et qui a dit, il est bon le jeune, mais s'il veut venir la semaine prochaine, il vient, il y a le jam. Et à la jam, et du coup, j'étais revenu donc la semaine d'après. J'avais fait un graphe, et là, improbable, je croise Astro, qui me dit, mais c'est mortel ton taf. Et je dis, mais je te connais, je t'avais accueilli à l'époque de Photologue. Il m'a dit, mais non, c'est toi. Et donc, de là, du coup, ça part. Il me réinvite sur un autre festival. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, faut dire que ça avait fait beaucoup de bruit. Je citerai pas, je sais pas s'il a envie d'être cité, mais je sais qu'une dame avait beaucoup parlé de moi à Paris. T'avais fait le mur principal, donc t'avais tout vendu au final, donc t'avais un peu surpris tout le monde. Ouais, super bien passé. Et derrière, après, t'avais pas mal de galeries à Paris qui t'ont contacté. Ouais, qui m'ont contacté, qui m'ont fait des propositions. Moi, je vais pas te mentir, à cette époque-là, j'étais pas encore prêt. En tout cas, je considérais que j'avais pas encore ma place. Et tu sais, c'est difficile de passer de l'autre côté. T'as l'impression d'être un imposteur. T'as pas l'histoire qui va avec. Mais finalement, chacun a son histoire, tu vois. Donc, je me suis dit, allez, si on me propose, c'est qu'il faut que je le fasse. Du coup, j'ai pris ma décision. Donc après, je suis parti chez Mehdi.
Mehdi, la en galerie, fait, c'est la galerie itinérance. Voilà, la galerie itinérance. C'est vrai que par rapport à sa sélection d'artistes, c'est là où je me retrouvais le plus. Il y avait Bomka, il y avait Brusque, il y avait Inti, Seth. Et c'est vrai que ces mecs-là, je m'y retrouvais vachement dans leur univers. J'ai dit, c'est peut-être là qu'il faut que je m'oriente. Donc ça s'est très très bien passé. Première expo, ça a super bien fonctionné. Ce qui par la suite a permis que je fasse une seconde expo dans son autre lieu, donc la nouvelle galerie itinérance. Qui derrière aussi, pareil, c'était super bien passé. Quand tu dis super bien passé, c'est que toutes tes toiles ont été vendues très rapidement. C'est ça, ouais. Et du coup, en fait, aujourd'hui, donc t'as plus de galerie, tu t'es un peu affranchi de c'est ça. ça. Ouais. Alors, j'ai rien contre. Moi, tu sais, moi, je suis pour la paix. Voilà, mais comment tu vois ce métier de galeriste en fait? Comment tu vois l'évolution en fait de ce marché de l'art qui a eu un gros boom en fait en 2010 on va dire, ouais. Et aujourd'hui qui est en train d'un peu de retomber. Mais toi, t'es quand même un des rares artistes qui continue d'être convoité parce que t'as très peu d'œuvres sur le marché et que tu mets énormément de temps à faire chaque œuvre puisque tu rentres dans les détails. Donc comment tu vois un peu toi cette évolution c'est quoi ta vision des choses? C'est difficile parce que j'aurais peut-être pas la même dans 2 ans. J'aurais peut-être pas la même dans 20 ans. Ta vision là dans déjà j'avais pas la même il y a 5 ans. Après c'est vrai qu'on évolue tous. Je pense qu'il est important aussi, c'est ça aussi qu'on a du mal à faire. L'humain il est très nostalgique. Donc il aime bien que tout reste à sa place et c'était mieux avant. Mais malheureusement ou heureusement, le monde évolue avec et sans sa technologie. Il y a plein de choses qui se sont mises à place. Moi, je pense qu'il y a un après-Covid. Les gens parlent de renaissance, mais on en a vécu une déjà avec l'arrivée d'Internet. Là, on s'en rend pas compte, mais on est en train d'en vivre une. Et tout évolue, et notamment le travail de galeriste. C'est pour ça qu'aussi, il faut pas mélanger galeriste et vendeur d'art. Marchand d'art, ouais. C'est 2 métiers complètement différents. Aujourd'hui, je vois que naturellement, c'est comme dans la nature, elle fait le tri. Il y a un tri sélectif qui s'est fait. Donc, tous ceux qui ont surfé sur la vague street art, juste par intérêt et financièrement parlant, qui s'y retrouvaient, automatiquement, aujourd'hui, avec le marché qui commence un peu à taper. Enfin, je sais pas comment on peut expliquer ça, mais c'est vrai qu'il est un petit peu au ralenti. Au ralenti, voilà, il y a l'économie qui suit pas tout ça. Là, il y a un tri qui se fait, c'est que les galeries resteront. Par contre, tous ceux qui ont surfé un petit peu sur le mouvement, automatiquement, vont mettre la clé sous la porte. Et c'est naturel et c'est aussi un mal pour un bien. Par contre, ça veut pas dire que les plus motivés continueront. Quand la passion, de toute façon, la passion fera que quand c'est pas financier, automatiquement la passion, elle te prend et elle te pousse à rester corps et âme. Et après, toi, moi, ce que je trouve qui est intéressant à souligner, c'est que aujourd'hui, tu pourrais vendre des toiles toutes les semaines presque, puisque tu as quand même une grosse demande sur ça. Et toi, t'as jamais... Pour moi, t'as jamais dénaturé ton travail, t'as jamais bâclé, comme on dit. Pour moi, t'es le seul artiste, par exemple, que je connais même dans le milieu de l'art urbain, qui a pris 1 an de sa vie pour créer une seule œuvre magistrale. Ça veut dire que tu fais aussi des sacrifices pour ta peinture. Comment tu vois les choses en fait? C'était quoi ce challenge? Pourquoi faire cette toile bleue qu'on regarde? On peut y passer des heures et des heures à trouver tous les détails, etc. Comment ça t'est venu cette idée-là? Comment tu vois les choses? Pourquoi? Comment tu vois ta carrière en fait? Parce que j'ai l'impression que tu vois déjà les choses après et que t'es pas en train de te concentrer sur le moment. À savoir de te dire ça marche maintenant, je vais vendre plein de toiles et au moins comme ça je serai à l'abri. L'idée c'est vraiment j'ai l'impression que toi tu vois dans 100 ans, dans 200 ans, te disant ouais, si les gens regardent une toile à moi, je veux pas qu'ils soient déçus parce que non, je me trompe, ou comment tu vois les choses? Ouais. Moi, je vais essayer de résumer, mais dans l'idée, je pense qu'un artiste reste un artiste. C'est-à-dire que demain, tu lui enlèves son pinceau, il va faire autre chose. Il va prendre de la boue, il va se mettre à faire une sculpture en argile. Tu lui enlèves ça, il va s'amuser. Je pense que là, le besoin de créer, c'est ça en fait qui me pousse à faire ça, c'est que j'ai un besoin de créer. Si tu veux, des fois, c'est ce que je disais la dernière fois à un pote, je disais, j'ai l'impression que des fois, je suis transcendé, c'est plus moi.
Mais finalement, je me suis remis le contexte et je me dis que aujourd'hui, on se ment tellement à nous-mêmes. Tu sais, la politesse nous oblige des fois à être faillots parce que demain, je viens d'acheter des chaussures blanches, on marche dessus. Oh, pardon, excusez-moi, désolé. Non, en fait, non, j'ai pas envie de t'excuser, j'ai envie de te goumer. Mais par respect, je vais te mentir et je vais dire, c'est pas grave. Tu vois, la politesse, et donc, en fait, quand je dis on se ment à nous-mêmes, c'est quand je peins, je suis moi-même, en fait. Et c'est ça qui est bon, c'est que des fois, c'est comme quand t'es sur la route et tu sais même plus si t'as grillé un stop ou un feu rouge, t'étais ailleurs. Oui, ton esprit, c'est ce que ça me procure, quand t'es devant une toile, ton esprit s'en va. Exactement. Et après, tu pars sur des sources d'inspiration que t'arrives à matérialiser sur une œuvre. Exactement. Et ce côté un peu moi, la peinture, c'est ma méditation. C'est vraiment, alors, il y en a, ils vont pas comprendre. C'est vrai que c'est pas facile, hein. Quand t'es 12 heures face à un mur, tu parles à personne. Heureusement qu'aujourd'hui, il y a des podcasts pour passer le temps, tu vois. Mais après, tu parlais du défi. J'ai toujours fonctionné à la carotte, malheureusement. Je suis pas quelqu'un qui a beaucoup de motivation. Et j'aimerais remercier tous ceux qui m'ont craché dessus, qui m'ont jeté de la haine, parce que c'est grâce à eux que j'en suis là aujourd'hui. Et j'espère qu'il y en aura encore. Alors, je vous invite pas à le faire, mais tu vois, c'est ça qui me pousse aujourd'hui, c'est montrer aux gens que tout est faisable en fait dans la vie. Tu te crées ta propre réalité. Parce que tu vois, gamin, moi je savais que j'adorais le dessin. J'en voyais pas forcément un métier, mais j'ai toujours fait en sorte de. J'adore la France. Mais mec. Non, mais si tu fromage. veux, pour reprendre un peu le fil, si tu veux, quand je dis ça, c'est parce que, par exemple, moi, quand on avait discuté de cette toile, je t'ai dit, mais t'as mis 1 an sur une toile. Tu m'as dit, mais en fait, les peintres à l'époque, ils passaient tous ce temps-là sur des œuvres. Et aujourd'hui, ça se fait plus. Mais et j'ai l'impression qu'en fait, quand tu dis je fonctionne à la carotte, ce challenge-là, c'est toi qui te l'es mis tout seul, presque, parce que personne t'a demandé quoi que ce soit. Et au final, tu t'es prouvé quelque chose à toi-même, c'est-à-dire que tu pouvais faire un grand format avec une multitude de détails et tout un univers avec des bâtiments, etc. Mais à côté de ça, j'ai l'impression que ça vient aussi de ton côté, justement, ce que tu disais au début du podcast, le respect des anciens. Presque de se dire, ouais, dans la peinture traditionnelle, ça se faisait comme ça, donc moi aussi, aujourd'hui, j'aimerais le faire comme ça. Je me trompe ou c'est un peu ça l'idée ? Non, c'est clairement ça. Il y avait... Une fois, il y avait une rétrospective sur Caravaggio à Montpellier, au Musée Fabre. Et là, franchement, c'est la plus grosse gifle de ma vie que j'ai pris en termes de peinture. Sachant qu'ils n'avaient pas Google Images, ils n'avaient pas l'électricité. Donc, tu vois, c'était d'autres... Et surtout que des fois, sur des toiles, ils passaient 3 ans. Moi, il y a vraiment Aujourd'hui, 1 an, ça paraît énorme aujourd'hui. Tu vois, on fait des immeubles en 2 ans... Mais pour prendre un exemple, j'irai pas payer pour visiter un immeuble de Dubaï. Par contre, je suis capable de payer pour aller visiter une toute petite église faite en pierre de taille, tu vois. Il y a le côté noble aussi que j'apprécie beaucoup. Mais ça, on le retrouve dans ton travail, même dans tes dessins, dans ce que tu dessines. Il y a ce goût de l'artisanat, cette admiration en fait des gens qui arrivent à faire des choses avec leurs mains. Après, là, il y a une grosse influence, surtout sur cette œuvre-là, c'est Où est Charlie ? Moi qui a bercé mon enfance, j'avais un livre gamin, c'est vrai que je passais des heures dessus. Et non, le défi, c'était vraiment là de me dire aller à l'encontre du marché. C'est-à-dire qu'on a vécu une période magique là, ces 10 dernières années, où j'ai connu des artistes qui étaient capables de faire 3 toiles par semaine, 2 expos par an. Même 5. Et je me suis dit, écoute, le but c'est d'en faire beaucoup et en vendre plein, mais moi je vais faire l'inverse, je vais en faire une. Je vais te prendre un exemple et on va finir sur ça. J'ai un artiste un jour, il m'a dit, écoute, c'est qui tes artistes préférés ? J'ai eu du mal à lui répondre, Dali, Picasso, c'est ce qu'on t'apprend à l'école finalement, quand t'as pas de culture artistique. Donc n'ayant pas de culture artistique, forcément je lui sors les trucs que je savais pour pas passer pour un débile. Et il me dit, sors-moi 10 toiles de ces artistes-là. Donc Picasso, forcément, tu sors les classicos, les Demoiselles, Guernica, voilà, tu vois. Et au bout de 5 titres, je commence à bugger. Et là, il me dit, tu vois, t'as tout résumé. Fais 10 toiles dans ta vie, t'as pas besoin d'en faire 500. Fais-en 10
pour marquer les esprits et t'auras tout gagné. Et c'est vrai que les grands peintres, ils en ont pas fait 3000. Tu vois, quand tu prends un peu tu prends le recul. Et pourquoi s'essouffler à en faire autant, tu vois? Parce qu'après, sur une œuvre, moi, ce qui m'importe le plus, c'est de raconter une histoire. Et forcément, j'ai pas 500 histoires à raconter par an. Oui, et puis tes histoires, en plus, ce qui est vraiment ta patte, c'est de détourner des objets. Aussi, à un moment, une montre, ça devient un ghetto blaster. Et en fait, tous ces détails-là, il y a du détail. Et en plus, dans les détails, ils sont fous parce que d'un coup, t'as les Tortues Ninja qui passent à un endroit. Et en fait, toute cette source d'inspiration, il faut que tu arrives à la construire, en fait. Parce exactement. que c'est ça qui les gens s'imaginent, ah oui, la toile, tu l'as faite rapide. Mais non, mais en fait, si tu savais le nombre de feuilles que j'ai utilisées déjà rien que pour faire l'esquisse. Et comment tu fais? Tu te notes des idées? Non, tu te laisses aller, comme tu disais, dans la méditation, et d'un coup, tu as des choses qui viennent toutes seules. Et je pense que c'est pour tous les artistes, c'est pareil. C'est quand tu peins, mais pareil, à la carotte, à la pression aussi, moi j'aime bien. Parce que je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Donc je veux toujours être perfectionniste, même l'idée, le concept. Et au final, tu te mets tellement de barrières des fois. Et juste se laisser aller. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, quand en fait on se ment à nous-mêmes des fois, tu vois. Et des fois, il faut s'écouter. Et c'est difficile de s'écouter aujourd'hui dans cette société où on te dit non, le soleil, il faut que tu le fasses jaune avec des bâtons. Tu sais, la maîtresse, elle te dit de faire des bâtons. Et j'ai un exemple comme ça, c'est pour une fois j'avais fait ça m'avait vachement décomplexé par la suite. J'avais fait un cours de graffiti avec des personnes handicapées mentales et physiques. Et je me souviens d'un Patrick qui m'avait fait un soleil rose. Et ça, je m'en souviendrai toujours. Je lui avais demandé pourquoi le soleil rose. Il m'a dit parce que le soleil, c'est l'amour, c'est la chaleur. Et là, j'ai dit, mais mec, il a tout compris. Il peint pas ce qu'il voit, il peint ce qu'il ressent. Et là, le lendemain, je suis allé faire un personnage jaune à la Gemeos, un jean violet, une doudoune sans manches jaune fluo. Et au final, je me suis décomplexé grâce à ces gens-là, parce qu'ils ont tout compris finalement. Tu vois, eux, ils sont pas codés. Nous, on est vachement codés, quoi. Pour le mot de la fin, du coup, j'ai une question. Si tu étais un bruit, tu serais lequel? Là, actuellement, ce qui m'apaise le plus, c'est les rires d'enfants. Je pense que quand t'es humain, l'enfant, c'est l'avenir, c'est doux, c'est délicat, ça ment pas. Et ils sont pas encore rentrés dans, tu vois, le codage de la société. Et à travers les enfants, moi, je vois, c'est eux qui m'inspirent aujourd'hui. Hein. Ils ont une spontanéité, ils ont une créativité qui est folle. Et par contre, éviter de leur faire regarder des dessins animés, ça, c'est l'ennemi de leurs rêves, ça. Parce que c'est vrai, quand on te montre le dessin animé et qu'on te raconte l'histoire après, tu vas avoir les images du dessin animé. Donc faites l'inverse, racontez d'abord l'histoire et après montrez-leur le dessin animé à la limite. Voilà. Quoi de neuf Toulouse, collection Layup. 10 portraits d'artistes, au micro de Loïc Mondé, à écouter sur toutes les plateformes. Retrouvez également des QR codes sous les œuvres exposées boulevard de la Courtie pour entendre les artistes vous présenter leur travail.